Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Alors ce matin, on vous embarque pour 52 minutes de bonne humeur en compagnie de nos invités d'honneur qui vont nous présenter un film magnifique projeté en avant-première dans le cadre du Festival national du film d'animation de Rennes Métropole. J'ai nommé Le Quatuor à cornes. Vous connaissez certainement les aventures de ces 4 petites vaches nées dans l'imaginaire de l'auteur et l'illustrateur quimpérois Yves Cotten. Eh bien, elles ont magnifiquement inspiré également le réalisateur Benjamin Botella. Vous verrez cela tout à l'heure. Nous quitterons ensuite le plancher des vaches pour nous intéresser justement à ces régimes sans viande, végétariens, véganes. Des régimes à la mode, mais sont-ils adaptés aux enfants? C'est la question que nous poserons à notre chroniqueuse Gwendoline Brahim. Côté culture, Sabine Marie-Murgue vous proposera un voyage musical en compagnie du musicien percussionniste breton et algérien Hamid Gribi, une musique du monde inattendue qu'elle nous fera découvrir. Nous retrouverons enfin Sylvie Denis en duplex depuis la cité du livre, la magnifique Becherel, petite cité de caractère d'Ille-et-Vilaine. Sans oublier, bien entendu, les mots bretons de l'ami Maëlle Le Guenec. Voilà, c'est l'heure de la météo. Maintenant, bonjour Catherine. Oui, bonjour Laurence. Oh, vous avez mis votre petit maquillage printanier, oui, ça, le petit rouge à lèvres qui va bien. On profite. On dit quoi Pepsi, Peps, c'est ça. Ouais, on essaye, parce que ça va être une belle journée. Que nos invités se rassurent, il ne fera pas un vent à décorner les vaches, puisque le vent, les bœufs, les vaches, les bovins, puisque le vent de sud sera faible à modéré. Par contre, profitez de cette journée à fond, parce que une perturbation nous revient de l'ouest, donc c'est le moment de profiter là du printemps qui nous reste pour aujourd'hui. Il fera 19 degrés à Rennes et Saint-Malo et quand même 16 degrés à Brest et Quimper, donc il y a de quoi profiter. Il y a de quoi profiter, mais ça n'empêche pas de s'enfermer dans les salles de cinéma parce qu'il y a un très beau festival en ce moment sur Rennes Métropole. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, puisque vous le savez, l'émission est diffusée en live. Vous faites comme nous, vous prenez un bon petit café, vous affichez votre plus beau sourire et puis on se retrouve tout de suite sur le plateau, 9h50 le matin. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Quel plateau ce matin, un plateau vachement bien, hein je crois qu'on peut le dire. Alors on va quand même un petit bémol. Vous avez vu, triste nouvelle ce matin, la mort d'Isao Takahata, il faut le dire doucement parce que sinon c'est compliqué à épeler. Cinéaste engagé, il a créé en 1985 le studio d'animation Ghibli avec le célèbre Miyazaki. Âgé de 82 ans, ce monsieur était entre autres le réalisateur du Tombeau des Lucioles. C'est un film que vous aviez regardé, Benjamin et Yves? Oui, moi c'est un film que j'ai adoré et que j'ai montré à ma fille et qui lui a provoqué le même traumatisme que quand j'ai découvert, moi petit, l'histoire terrible de ces 2 enfants de la guerre de Jeux interdits. Il y avait un vrai parallèle avec ce film-là. Mais c'est un film que j'adore vraiment beaucoup. Vous, Yves? Oui, moi aussi je l'ai découvert. Alors quand mon fils était petit aussi, et je l'avais vu avant lui. Et j'avais été bouleversé aussi par cette histoire. C'était vraiment un film très beau et très dur. Et je me suis dit, d'ailleurs, après l'avoir vu, que je ne le lui montrerai pas tout de suite. Parce que c'était vraiment, vraiment très dur. Il était tout petit, il avait 4 ou 5 ans. Donc, il n'était pas question de lui montrer une histoire aussi difficile à cet âge-là. Mais c'est vrai, un souvenir très, très fort. Bon, on lui rend en tout cas un hommage. Alors que le Festival national du film d'animation de Rennes Métropole bat son plein, on est ce matin ici pour parler d'un film magnifique, Le Quatuor à cornes, co-réalisé par vous, Benjamin Botella, et produit par Vivement Lundi, qui fête ses 20 ans, et c'est adapté bien entendu de l'œuvre littéraire d'Yves Cotten, ici présent, des petites vaches dont on parlera tout au long de cette émission. Alors justement, moi j'avais envie de vérifier si votre connaissance en matière de vaches, c'était de l'esbrouf ou pas. Je vous propose un petit quiz tout de suite. Allez, c'est parti. Lorsque la vache met bas, on dit quelle? Velle. Bien, Yves, un point. Combien de pieds la vache possède-t-elle? Un seul. Avec 4 trayons, très exactement. Ah, joli. Alors là, je m'incline. Voilà. Quel acteur accompagne la vache Marguerite dans le film La vache et le prisonnier? Fernandel. Fernandel, oui. Bien. Dans quelle fable de Jean de La Fontaine est-il écrit « Adieu, vos vaches cochons » ? Maëlle, non, là je sèche. Non, personne ne sait? Non. Il y en a une qui a répondu. La laitière et le pot au lait, voilà, c'est ça. Et quelles sont ces races de vaches? Alors c'est parti,
On commence par la première. Allez. Primolstein. Ouais. Joli. Bien, 1 point. La deuxième? Celle-ci? Je dirais Blanche d'Aquitaine. Ouais, Blanche d'Aquitaine. Blonde d'Aquitaine. Blonde d'Aquitaine. Voilà. Et la dernière? Allez, on va regarder tout de suite. Alors, celle-ci? Limousine. Ils sont très forts. Bon, il n'y a pas à dire. Moi, je dis bravo. C'est pas de l'esbrouf. Ils sont experts en vache, tout va bien. Allez, pour l'instant, je vous propose qu'on retrouve Sylvie Denis en duplex depuis Becherel. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, je crois que vous m'avez dit bonjour en fait. Alors on est à Becherel, on est à une trentaine de kilomètres au nord de Rennes. Il y a un peu de vent, il y a des gros murs de pierre, ce qui fait que vous me paraissez très très loin. Mais on va dire que tout va bien, on a mis les petits gants pour avoir bien chaud et vous raconter un petit peu Becherel, cette petite cité de caractère que connaît très très bien mon premier invité, Georges Bouillet, est l'ancien président du syndicat d'initiative de Becherel. Oui. Vous allez bien? Très bien, merci. On ne fait pas chaud chez vous, hein? Non, non, non. Ouais. non. On l'appelle pas la cité des courants d'air aussi? Un petit peu. Un petit peu. On est en hauteur. En hauteur, 176 mètres d'altitude. Ouais. Donc, voilà, on peut avoir que des avantages et des inconvénients. Voilà, l'hiver il fait très frais et l'été c'est agréable. Et là on est un peu entre les deux. Quand on contourne un tout petit peu ce bâtiment et qu'on se retrouve à côté de l'église, on a un panorama absolument magnifique sur la vallée, donc ça se mérite. Ça se mérite, on voit jusqu'à Combourg, Dole, c'est intéressant. Donc, une petite... C'est le plus beau panorama de la région. Ouais. Et c'est la plus petite ville du département. Oui, 55 hectares. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour 760 habitants à peu près. Ça veut dire que tout est ramassé autour. Tout est concentré sur la colline. Ouais. Sur la colline. On est sur la place principale, c'est l'ancienne place des Halles. La place des Halles, voilà. Il y avait d'anciennes halles ici au XIIIe siècle, au XVIe siècle, et puis au XVIIIe siècle, ils ont ajouté un grand bâtiment avec 22 colonnes en fonte, et puis un soubassement en pierre de granit roux, et en hauteur en briques. Voilà. Il y avait beaucoup de négociants, de marchés, de marchands de bestiaux. Qui venaient s'installer ici. Quand on se promène un petit peu sur cette place des Halles, en fait, on est assez frappé par le côté disparate de l'architecture. Ça vient un peu de partout et de toutes époques. De toute époque. Enfin, ça part essentiellement du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Là, ici, nous avons deux maisons typiques du XVIe siècle. On a la maison du gouverneur qui est toute en pierre de tuffeau. Alors ça, c'est assez original, parce que le tuffeau Sud-Loire, il y en a plein. Oui. En Bretagne, c'est plutôt granit et schiste. Hein. Granit et schiste. Donc il était assez riche, il faut le faire importer jusqu'ici, parce qu'il fallait faire transporter toute cette pierre, toute cette construction. Dans la toiture était à la Chambord. Chambord, c'est ce côté très pointu, très élancé. Voilà, tout à fait. Avec des épis de fêtage en hauteur. Des épis de fêtage en zinc, probablement, parce qu'on le distingue mal d'ici, mais oui. Et il y a des pilastres autour des fenêtres et un fronton. Donc, alors les pilastres, ce sont les colonnes un peu rainurées que l'on aperçoit, qui encadrent la fenêtre. Voilà, tout à fait. Et le fronton au-dessus de la porte principale. Tout ça, ça a été gratté. Il devait y avoir des sculptures, mais elles ont été grattées à la Révolution. Donc, juste à côté, à flanc de cette maison, une architecture dont on a un peu plus l'habitude, à pan de bois. Un pan de bois avec le montage en épis de fougère et puis la toiture à la Monsard, avec quelques épis ici en terre cuite. Les espèces de trois pots renversés, alors c'est quoi exactement? Ce sont des épis de fêtage. Oui, il y a des épis de fêtage, mais ils sont complètement différents des autres à côté qui étaient en zinc. Ceux-ci sont en terre cuite, en terre vous cuite, disiez? Tout à fait, oui. Ça représente des plantes, je pense. On les voit mal d'ici, parce que c'est quand même recouvert de mousse. Mais... Ils avaient une raison d'être, ces épis de fêtage? Est-ce que c'était une forme aussi de marquage? Marquage social. Social. Voilà. Il y a quelques maisons à Becherel qui ont ça. Donc il y en a d'autres sur l'autre place là-bas qui sont en zinc, et puis ici en terre cuite ou comme celle d'une maison de gouverneur. Alors ici on a la rue de la Chambrerie, on a vu passer, on est passé par la rue de la Beurrerie. Ce sont des noms qui sont liés qui symbolisent l'activité qu'il y avait ici à une certaine époque. Ouais. Donc la filandrie, parce qu'il y avait le lin, le chanvre, la ruelle carrette, parce que c'était du cordage. Tout ça est lié, chanvre, lin, c'est ce qui a contribué à faire l'essor économique de la prospérité et des belles maisons qui ont été faites surtout à partir du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Là, le lin et le chanvre, c'était quand même le plus beau de Bretagne. Il était exporté jusqu'aux Amériques, en Russie et dans toute l'Europe.
il était considéré comme le fil le plus beau de Bretagne. Donc, c'est ce qui a fait la prospérité du secteur. Quand les militaires sont partis à la fin du XVe siècle, il fallait bien se reconvertir. Et donc, comme les terres autour étaient très propices à la culture du lin du chanvre, donc ça a bien marché. Et puis les négociants, on fait fortune quand on voit les belles bâtisses qu'ils ont fait. Il y avait un peu d'argent à Becherel. Un petit peu d'argent. Ouais. Bien. Alors le fil en plus c'est quelque chose qui intéresse Georges, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Georges dans la vie est aussi artisan d'art. Il a des doigts de fée puisqu'il fait des costumes pour le cinéma. C'est pas du cinéma d'animation, mais c'est du cinoche quand même. À tout à l'heure, Laurence. Merci Georges. À tout à l'heure, Sylvie. Et j'en connais un d'ailleurs qui connaît Becherel. C'est Yves Cotten. Vous avez fait une résidence là-bas, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un bon souvenir de cette ville parce que j'ai fait une résidence de 1 semaine à Becherel, c'était en 2006, où j'étais passé dans différentes classes du coin, des classes de primaire et maternelle. Et donc j'étais parti à la rencontre de ces élèves. Et comme souvent les auteurs jeunesse font des interventions comme ça dans les écoles, on a des rencontres avec les gamins autour des albums qu'on peut faire pour eux. Et donc c'est le moment de les rencontrer et de s'inventer des histoires avec eux, de les faire dessiner, de les faire... c'est une rencontre en fait. Des jolis moments de partage, oui, forcément. Tout à fait. Merci Yves, on vous retrouve tout à l'heure bien entendu pour parler du Quatuor à cornes. Pour l'instant on va aborder avec vous Gwendoline une question d'alimentation on va dire. Végétarisme, véganisme, on dit ça oui, oui. Est-ce que ces régimes alimentaires sont adaptés aux enfants? Alors dites-nous tout. Déjà on ne va pas parler des régimes qui sont prescrits médicalement, donc pas les gens qui sont intolérants aux protéines de lait de vache, au gluten, tout ça, plutôt les régimes qu'on choisit par conviction personnelle ou parce qu'on a lu que c'était meilleur pour la santé. On parle souvent de la surconsommation de viande ou alors par simple effet de mode, parce que souvent on suit ce qu'il y a dans les magazines parce que voilà, c'est meilleur pour la ligne, meilleur pour la santé sans trop savoir pourquoi. Alors ce qui peut être bon pour un adulte ne l'est pas forcément pour un enfant. Exactement. Alors les deux qu'on entend le plus souvent, c'est les végétariens et les végétaliens. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Parce que souvent on se perd un peu. Vous allez nous expliquer. Voilà, alors les végétariens ne vont pas consommer ni de viande ni de poisson. Alors par contre, tout ce qui est issu des animaux, ça va être le lait, le miel, là il n'y a pas de souci, les œufs non plus, ils vont en consommer. Par contre, le végétalien, lui, ne va rien consommer du tout qui vient des animaux. Donc ni de viande, ni de poisson, pas de crustacés, pas de miel, pas de lait, pas d'œufs, que des légumes. Alors, question centrale, sont-ils adaptés aux enfants, ces régimes-là? C'est compliqué parce qu'on sait que les enfants ont un besoin d'apport calorique par jour de entre 1300 et 2200 en fonction de l'âge. Donc ça doit être apporté par une alimentation équilibrée et donc des apports nutritionnels qui vont être favorables à leur croissance. Donc, par exemple, on dit souvent que les enfants ont besoin de calcium pour grandir. On leur dit il faut boire ton verre de lait. Alors, est-ce que vous savez où on peut trouver du calcium, hormis dans le lait de vache, quand on a un régime alimentaire qui ne peut pas en apporter? Dans beaucoup de légumes, dans l'eau, déjà. Oui, et dans quels légumes, par exemple, qui ne plaît pas forcément aux enfants? Le chou, je crois. Les épinards, je crois, sont très riches en calcium. Catherine, petite suggestion? Les brocolis. Oui, les brocolis. On sent la souffrance petite, on vous a fait manger les brocolis. Les brocolis, c'est des jolis petits arbres qu'on peut mettre sur la purée comme ça. C'est très sympa. Donc le chou aussi, je ne sais plus qui c'est qui a dit le chou, le navet, les amandes, les céréales. Donc voilà, il faut éviter les carences en contrebalançant comme ça avec des aliments qui peuvent apporter des nutriments qu'on peut trouver ailleurs. Donc pour les protéines, on va miser sur les légumineuses, les céréales. Pour le faire, pareil, les légumineuses et les céréales, il y a les vitamines B. Là, ça va être plus compliqué parce qu'on ne va pas les retrouver à l'état naturel, ou en tout cas dans des trop petites quantités. Donc là, il va falloir penser aux compléments. Mais les oméga 3, par exemple, qu'on trouve dans le poisson, et les œufs, où est-ce qu'on les trouve autrement, vous savez? Dans les noix, là, peut-être? Alors, dans l'huile de lin, beaucoup, dans certaines noix, oui. Et dans un truc qu'on voit partout, en ce moment, qui est très à la mode. Le soja? Non, les graines de chia. Enfin, je crois que ça se dit chia. Ah oui, les graines de chia. Je crois que ça se dit comme ça. C'est des toutes petites graines. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous les mettez dans l'eau, ou alors par exemple dans un fromage blanc, elles vont le gonfler. Oui. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'apports en oméga 3 et beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est très très bon pour la santé. Donc voilà. Donc faut pas hésiter à diversifier l'alimentation de l'enfant. Donc généralement on a des jolies assiettes pleines de couleurs de légumes. Ça plaît beaucoup.
Alors, bon, bah là, s'il est réfractaire aux légumes, ça reste assez compliqué. Donc, il faut être très créatif. Voilà, les petits brocolis sur la purée. On peut même mettre des fleurs collées là-dessus une fois. Tiens, comment faire manger des légumes aux enfants? Oui, mais j'en ai déjà fait une. Oui, une petite piqûre de rappel, ce sera pas mal. Sinon, on entend parler beaucoup du régime vegan. Alors, le régime vegan. C'est très à la mode. Rappelons ce que c'est, précisément. Alors, le vegan, il mange comme le végétalien. Alors, souvent, on se dit, le vegan ne mange que des graines qu'il fait germer dans sa cuisine, tout ça. Pas du tout, c'est vraiment comme les végétaliens. Sauf que ça ne se résume pas qu'à l'assiette. Être vegan, c'est tout un mode de vie. Donc, on ne va pas consommer ni des aliments, ni des produits qui sont issus de la culture donc, des animaux, de ce qu'eux fabriquent aussi. Donc, pas de soie, pas de laine, pas de cire d'abeille, pas de perles, pas de nacre. Pas de fourrure, pas de cuir, voilà. Donc bon, vu comme ça paraît un peu compliqué, mais en fait pas du tout. Hein. On peut trouver des parades à tout ça. Mais alors c'est plus compliqué quand on veut expliquer à nos enfants que toi aussi tu vas suivre ce même chemin. Alors on peut se passer d'un bonnet en laine. Si vos enfants veulent faire des colliers de perles, on va prendre plutôt des choses qui vont aller vers le plastique. Donc là, au niveau de l'écolo, je suis pas sûre que ce soit très positif non plus. Donc c'est une contrebalance. Alors est-ce que vraiment au niveau de l'alimentation, alors est-ce que c'est adapté? C'est pareil que le régime végétalien. Donc c'est pareil. Il faut éviter les carences. Donc c'est vrai qu'il faut quand même se renseigner des apports autres que la viande pour éviter les carences et en parler à son médecin, prévenir quand même son médecin que l'enfant suit un régime végétalien pour qu'il surveille bien qu'il n'ait pas de carences. Après, ce qui peut être compliqué, c'est de lui imposer ce genre de régime. Parce que généralement, c'est une réflexion personnelle. Il y a les gens qui sont antispécisme, donc qui considèrent que les animaux ne doivent être considérés de la même façon que les êtres humains. Mais c'est une conviction personnelle. Généralement, on ne naît pas végétalien, on le choisit. On a souvent consommé du fast-food avant de réagir en se disant que ce n'était pas si bon pour la santé. Mais les enfants ont aussi, eux, le droit à leur libre arbitre. Donc, est-ce qu'on doit vraiment les empêcher d'aller au fast-food avec les copains ? Je ne suis pas sûre. Si vraiment il veut être végétalien au fast-food, il peut se prendre un menu végétalien. Mais lui imposer ça paraît quand même assez compliqué. Il a le droit d'avoir sa propre opinion et puis au fil de sa vie, décider ou pas s'il sera pour le combat des vaches ou s'il mangera du steak à table. Merci beaucoup, Gwendoline. Mais justement, on va rester sur le plancher des vaches, puisqu'on va maintenant évoquer l'adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma, en l'occurrence votre œuvre, Yves Cotten. Vous êtes l'auteur et l'illustrateur des ouvrages jeunesse de la série Quatuor à cornes aux éditions Coop Braze. Voilà notamment les aventures de Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé. Qu'est-ce qui vous a inspiré ces truculentes histoires? Parce que vous en êtes à 8 albums, là, déjà. Oui. Dont le dernier s'appelle En Liberté. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, en fait, tout est parti d'une période de ma vie où j'ai eu, où je suis devenu papa et où j'ai commencé à dessiner pour les enfants. Et puis, je me suis entraîné, j'ai fait pas mal de dessins dans le but de les montrer à des éditeurs jeunesse pour essayer de pouvoir faire un premier album. Et puis, je me suis rendu compte... c'était Rosine, hein. Oui. Enfin... Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en m'entraînant comme ça à faire des dessins pour les enfants, je dessinais beaucoup d'animaux. Et parmi ces animaux, il y en a un qui est revenu plusieurs fois, c'est la vache. Alors je pense que c'est un animal qui m'est familier parce que c'est un animal que je voyais quand j'étais gamin dans mon enfance dans le centre Finistère quand j'allais voir mes grands-parents, qui étaient paysans à la retraite. Et donc, c'est un animal qui m'était familier. Et c'est vrai que c'est un animal qui est, pour un dessinateur, intéressant parce qu'il est assez massif. Et on peut jouer sur la différence de taille avec d'autres animaux plus petits. Et puis, il peut être dessiné tout en rondeur, ce qui lui donne un côté plus doux qui, moi, me va très très bien. Finalement, adapté à l'enfance et à la jeunesse. Voilà. Alors, vous proposez... c'est une rencontre, finalement, qui a fait que ces vaches sont nées sur le papier, avec Martial Ménard, Noël 2000, c'est ça. Il vous a dit, tu me l'as fait, mais en breton. C'est ça? Tu me fais cette histoire, mais en breton. C'est ça. C'est-à-dire que le premier éditeur que j'ai vu, enfin, pas tout à fait le premier, mais le premier éditeur que j'ai vu assez longtemps en entretien, c'était Martial Ménard des éditions Onéré. Donc, c'était à Noël 2000. Et je lui ai montré justement ce fameux book avec les dessins dont je parlais juste avant. Et donc, dans ces dessins, il y avait une vache.
sur laquelle il s'est arrêté et il m'a dit tout de suite, ce sont ces mots, hein, fais-moi une histoire de vache. Ce que vous avez fait magnifiquement, avec 8 albums aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté que vos vaches dessinées deviennent des vaches animées? Parce qu'on va l'évoquer maintenant, évidemment, cette adaptation au cinéma. D'abord parce qu'il y a des gens en face qui sont intéressés, qui sont motivés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, de toute façon, freiner au départ. C'est Jean-François Lecor, producteur de Vivement Lundi, qui vous a contacté? C'est la première personne que j'ai vue. Voilà. Et ensuite, j'ai vu donc Benjamin, le réalisateur. Benjamin Bottella. Donc, c'est toujours quelque chose de curieux. D'attendre en fait ce que ça peut bien donner de voir justement des vaches passer du papier à l'écran. Et moi j'ai reçu ça un peu comme un cadeau qu'on pouvait me faire, parce que c'est quelque chose qui est, comme c'est plus du livre, c'est vraiment autre chose, comme le support change. Donc je pense que il n'y a que des bonnes surprises, à mon avis, à attendre de quelqu'un qui est motivé pour s'engager dans une aventure comme ça. Histoire, effectivement. Alors, je me tourne justement vers Benjamin Bottella. Hein. Vous réalisez ce 26 minutes spécial télé, c'est comme ça qu'on dit, le Quatuor à cordes. Oui, c'est ça, c'est un unitaire, c'est codifié, c'est une production pour la télévision. Donc, effectivement, il y a des projets qui vont faire 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes. Là, c'est un 26 minutes. Et qui m'a été proposé, moi, par Jean-François, parce que moi, je ne connaissais pas Yves au début de cette aventure-là, en ce qui me concerne. Voilà, Jean-François Lecor et Mathieu Courtois de Vivement Lundi m'ont sollicité, m'ont dit, voilà, nous, on aimerait adapter cet univers d'Yves et le porter à l'écran, et on a une scénariste qui peut en assurer l'adaptation, mais on cherche un réalisateur, est-ce que ça t'intéresse? Voilà. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé autour d'un verre. Alors, je vous propose qu'on découvre un extrait justement de ce Quatuor à cordes, un petit teaser, et puis on en parle juste après. Vous connaissez pas la mer? La mer, ça se raconte pas, ça se respire. Si on sort du pré, on va se perdre. Mais non, y a qu'à suivre le soleil. À bientôt. Carrément, à tout de suite. Direction le soleil qui se couche. C'est parti les copines. On se donne la papate et on se compte. 1, 2, 0, 7, 22. 1, 2, moi, 4. Nous, on est 4. Un quatuor de 4. On est un quatuor qui va voir la mer. Un super quatuor de 4. Quelles étaient vos contraintes, Benjamin Bottella? Parce que quand on a en face de soi l'auteur, il va être un tout petit peu tatillon, même sur le respect de son univers. Bien sûr, et puis il n'était pas question de trahir non plus son univers. Donc moi, on m'a proposé cette place de réalisateur, mais aussi d'en faire l'adaptation graphique. Et effectivement, à partir du moment où on passe d'un univers du livre à l'écran, on va avoir d'autres contraintes, ne serait-ce que le cadre, la rythmique, et puis il va falloir aussi donner des voix à ces personnages voilà, qui n'en ont pas sur le papier. Et donc voilà, il fallait faire tout un petit jeu de travail graphique qui a été soumis à Yves sur les différentes étapes. Il y a eu 2 étapes d'adaptation graphique là-dessus. Il y avait beaucoup de bienveillance entre vous deux, des allers-retours sur le bec, par exemple, de Gaël Le Goéland doit être comme ci, comme ça. Enfin, ce serait mieux qu'il soit comme ça. Vous avez laissé quand même une part de liberté, bien sûr, à Benjamin. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est calé pour le respect de l'univers au démarrage. Et puis ensuite, moi, je les ai laissés vraiment tranquilles faire leur travail. Et à un moment, c'est vrai que je suis passé les voir et on a pu faire quelques réglages avec Benjamin. Voilà. Alors, il y a des choses assez rigolotes. Hein. Il fallait quand même qu'elles conservent leur univers d'origine. Il ne fallait pas qu'elles se mettent à piloter des hélicos d'un coup ou à vivre en ville. Non, bien sûr. Mais il fallait aussi qu'il n'y ait pas d'humain. Ça, c'était un des critères que s'était fixé Yves. Pas d'humain. Donc voilà.
faut respecter ça, du coup. Oui, puis elle se suffisait elle-même dans cette petite histoire, donc effectivement pas d'humain. Alors on en a placé de manière assez discrète dans l'histoire, puisque Nathalie Dargent, qui a écrit l'adaptation, avait prévu à un moment donné un petit passage dans un camping avec des espèces de gros champignons étranges qui sont en fait des tentes de campeurs. Et à un moment donné, il va y avoir une petite interaction avec ces humains, mais habilement, voilà, on les a fait en ombre chinoise et voilà, ça a été aussi soumis à Yves et c'était parfait, ça passait comme ça, c'était assez intelligent de le faire passer comme ça. Alors l'autre contrainte, c'était qu'en fait les vaches dans les albums d'Yves ont toutes le même visage. Oui. Alors ça pour vous c'est quand même ultra compliqué. Oui, c'était compliqué parce que dans un découpage où on va avoir besoin de plans serrés et où il faut qu'on comprenne très vite, en tout cas c'est pour un jeune public, donc il faut qu'on comprenne très vite de qui on parle. Et autant dans un livre, on a le temps de regarder et de découvrir que voilà, on est en train de parler de Rosine, de Clarisse, d'Aglaé. Et là, il fallait très vite, dans des plans serrés, qu'on puisse les reconnaître. Donc j'ai proposé à Yves des petites adaptations. J'ai rajouté une petite tache sur la tête d'Aglaé, une petite coiffe de fleurs de Marguerite sur Marguerite. Et puis voilà, il y avait des petits ajustements à faire qui m'assuraient que quand on sera en plan serré, on puisse bien les reconnaître. Voilà. Alors, il y avait également des contraintes techniques, parce que là, c'est un film en 2D. Oui. Alors, pas simple. Non, pas 26 simple. minutes, c'est quand même, c'est quoi, c'est 500 plans? Oui, grosso modo, c'est ça, c'est 500 plans avec une rythmique à tenir du début jusqu'à la fin. Il y a un gros travail qui a été fait aussi sur le découpage du film, sur le storyboard et l'animatique du film, parce qu'on commence toujours un film d'animation par un brouillon du film qui va devenir une vraie bible technique pour tout le monde. Et donc, dans ce format-là, moi, c'était la première fois que je m'essayais à un 26 minutes. Je suis plus habitué à des formats plus courts de séries. Et là, d'un seul coup, j'avais une grande liberté, un peu plus de liberté, mais aussi plus de contraintes. Et puis, j'ai traité le sujet de manière un peu plus cinématographique qu'à mon habitude. Très cartoon. Il y a un esprit cartoon. Oui, moi, je viens de l'univers du cartoon. Ça me plaisait. Et puis, ça plaisait aussi aux producteurs qui voyaient bien cette idée que je puisse récupérer l'univers de Yves et lui amener un petit côté gag cartoonesque télévisuel. Voilà. Bon, alors, on l'a dit tout à l'heure, ces petites vaches sont nées bretonnantes même. Alors, Maëlle, je me tourne vers vous, justement, puisque le Quatuor à cornes sera diffusé en version bretonne, sous-titrée sur notre chaîne. Sur France 3 Bretagne, puisque nous sommes aussi coproducteurs de cette merveilleuse aventure. Voilà, avec Vivement Lundi. Donc, ce sera diffusé le 28 avril à 10h30, donc un horaire qui est plutôt adapté aux enfants. Et donc, ces vaches, oui, elles parlent breton. Et je pense que le mieux, c'est de regarder ce que ça donne. Donc, l'avait pesé. Misère, Orviltans. Tevo de Bretagenta, Wop, 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 Petavela. Anne heves biet var Gilberto pemangan erhordoni? Ah là là, un velino la gwaret gelin. Ok, desket vor. Brerteo. Tu morzat? Allez, te morzat Gilberto a zo pétonce. Berdei, galaret toucha. Naskedim. Trugaredor, Gilberto, mais zaun, zo bedizinten. Non, ket groaret gannor. Nizor pevarad a zo vond avel ar Oh, aux vacances. Oh, mais vel sort mot. Armour ne ket fall, tal vrandro, fin pa vezer dibres, hein. Mais vezant ket, tre a romisou podium a roechou a galtout. A roechou? Fe, Oredor na velant ket hat. Hey, waouh! Meur mon monde a ini, plerteus bedan nean. Mis l'arkelien, mis pa opanek. Non, vez ket ranon, te war, el an tapet leur place ne ver ne pegampionat. Ça leur va bien de parler breton. Ça leur va bien. Elles sont encore, je les trouve encore plus géniales en breton. Pour faire mais moi j'aime bien. Ouais. Moi je veux dire que je préfère. D'accord. Alors je vais vous donner des petites expressions sur les vaches en breton juste après, mais avant, voilà, j'ai décidé de parler des mots de l'animation, les films d'animation en breton, comment ça se dit, parce que ça se dit. Alors l'animation en breton, l'animation, pas l'animation d'une colo, l'animation en image, ça se dit bliveres ou bliweres. En fait, ça vient de bliu, qui est beef, et on va voir juste après la vie, anima, donc la traduction d'anima. Film d'animation se dit film bevat. Mais on peut aussi dire un dessin animé. C'est aussi simple, on parle de film d'animation, c'est assez noble comme terme, mais ça reste un dessin animé. Et un dessin animé en breton se dit tresaden beu, tout simplement dessin vivant. On peut répéter, tresaden beu. Ouais, mais du coup on va dire
un dessin animé, donc on va attaquer de la mutation, ce qui nous donne un dressaden veo. Pourquoi vous compliquez toujours? On complique pas, on complique pas. Vous avez déjà essayé de prononcer exactement comment ça s'écrit du français. C'est pas gagné non plus. Donc dessiner en breton se dit tressant. Alors dans un film, évidemment, il y a des personnages, et un personnage se dit en breton tuden, un duden, un personnage, tuden, nous, au pluriel. Alors pour arriver à tout ça, il faut évidemment un auteur, ici présent, Yves Cotten, qu'on va dire Oberur, celui qui fait, Ober c'est faire, ou Hauser, celui qui organise et qui crée également. Un réalisateur, Benjamin Bouteda ici présent, qui va se dire en breton Sévener. Sévener. Ce qui est drôle, c'est que Seven, l'adjectif veut dire sage. Dites donc. Mais c'est tout moi. Mais oui. Ça vous va bien, n'est-ce pas? Et puis, une fois que le film est fait, évidemment, il faut que les gens viennent le voir. Et donc, en breton, spectateur va se dire Arvester. Arvester. Bon. Alors, rapidement, petite expression sur les meumeux. Palarer hei d'arver hayarog helarer de dudervanden. Quand on dit hey à la vache qui va devant, on le dit à toute la bande. Pas mal. Plus simple, Dusident avegoro et d'arver, on trait la vache selon ses dents. La qualité de son lait dépend donc de sa nourriture. Voilà ce que ça veut dire. C'est très pragmatique, cette petite expression. Et une petite dernière, Petrazer vishkad vervat, mascule iles konen tol troit. En plus, ça rime, c'est pas mal. À quoi bon d'avoir une bonne vache si elle verse son lait d'un coup de pied? Ça peut être élargi à beaucoup de réflexions. Ouais, c'est chouette. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler également d'une web-série éducative que vous allez lancer? Puisque le 26 minutes ne vient pas tout seul. Voilà. Il y a également une web-série qui existera en français, mais aussi en breton évidemment, qui s'appelle Oh la vache, au Pensauti. Et là, l'idée, c'est qu'à travers ces personnages qui fonctionnent très très bien sur les enfants, eh bien, on leur explique comment ça marche, une vache. Et nous avons testé, Benjamin était présent, l'épisode sur la bouse. Et ça marche très très bien. Surtout les insectes coprophages. Débrérienne-cor en breton, qui est beaucoup plus pragmatique comme terme, qui veut dire des insectes qui mangent du caca. Ok, on imagine le succès que ça peut avoir sur les petits de moins d'1,20 m. Exactement. Bon, merci beaucoup Maëlle. Alors on rappelle que la sortie nationale du Quatuor à Corne est prévue pour le mois de septembre. Mais dans le cadre du Festival national d'animation, du film d'animation de Rennes Métropole, ce film est projeté en avant-première demain au TNB à 16 h à Rennes et nous vous faisons gagner des places. Alors pour cela, vous envoyez un petit mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et puis la librairie La Courte Échelle de Rennes vous fait également gagner des albums d'Yves Cotten. Voilà, La Clé des Champs, un très très bel ouvrage à mettre entre les mains des enfants et des plus grands aussi. Allez, c'est l'heure du Coming Next dans cette émission. Nous sommes à la moitié et je vais tout de suite rejoindre l'amie Catherine Bossard pour savoir si elle a vachement aimé la première partie. Bonjour Catherine. Bonjour, bravo pour le quiz, Laurence. J'ai appris plein de choses. Oui, et c'est vrai que souvent, Gwendoline, quand je vois la rubrique de Gwendoline, je me dis ah bam, ma rubrique de fin est faite. Donc je pense que ça va parler de régime alimentaire, de véganisme, de choses comme ça. De vache au régime. Et un peu breton à chaque fois, je vais essayer de parler un peu breton, mais promis. Bon, j'espère que la suite vous inspirera tout autant, ma très chère Catherine. Alors nous retrouverons dans quelques instants Sabine Marie-Murgue et son invité qui nous parleront de musique du monde. Et puis nous rejoindrons aussi notre chère Sylvie depuis Becherel, la magnifique petite cité du livre. Voilà, pour l'instant, ce sont les titres du JT qui nous attendent. Un journal présenté ce midi par Stéphanie Labrousse. Il sera question du personnel de santé qui manifeste aujourd'hui devant le siège de l'ARS, l'Agence régionale de santé, d'une momie qui passe un scanner. Eh oui, incroyable. Il faudra regarder le JT ce midi, absolument. Et puis de musique, enfin, avec le concert d'Angélique Kidjo hier soir à l'Opéra de Rennes. Voilà, allez, nous retrouvons tout de suite Sylvie, en direct depuis la Cité du Livre, Becherel. Sylvie, dites-nous tout. Oui, Laurence, écoutez, on est toujours à Becherel. On est rentré se carapater dans une des nombreuses librairies de Becherel, bien évidemment. Nul n'ignore cette cité du livre, qui est une des 4-5 qui existent en France. En tout cas, c'est la plus importante de l'Ouest. Venez avec moi, on est chez Abraxas Libris et on est dans le domaine de Bruno Foligné. Il est libraire, ça va bien? Ça va très bien. Remis de vos émotions? Remis de la fête du livre, qui a été 3 jours pleins avec à peu près
8000 personnes qui sont venues visiter les librairies, qui ont assisté aux manifestations, aux conférences de Mathieu Amalric, de Caril Ferret, d'Olivier Delcroix, tout ça autour du cinéma et de la littérature. Ben voilà, on est en plein dans la thématique de l'émission aujourd'hui. C'était la fête du livre, effectivement, le week-end dernier, comme vous le voyez sur nos images. 7000 visiteurs, ça paraît comme ça un très gros chiffre. Quand on le rapporte au nombre d'habitants à Becherel, 700, c'est un delta assez énorme. Hein. C'est énorme, oui. On est 13 libraires en plus, donc 13 libraires pour 700 habitants. Presque plus de libraires que d'habitants. Presque. Presque, hein. Presque, mais c'est ce qui fait l'attrait des cités du livre. En fait, c'est quand les cités du livre sont nées, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans, 30 ans. Une trentaine d'années, ouais. 30 ans, il n'y avait pas Internet, et donc les gens qui cherchaient des livres, ils cherchaient les lieux où trouver des livres. Donc ils allaient soit à Paris, donc sur les quais, et puis soit, et quand les cités du livre ont apparu, c'était une aubaine, parce que quand ils allaient en Bretagne, et ben hop, 15 libraires sous la main. Dans un petit bourg sur 50 hectares, de 700 habitants, mais quand même 13 libraires. Mais on peut quand même se demander pourquoi est-ce que vous êtes venu vous implanter ici à Becherel, hein? Alors, moi, je suis malouin d'origine, et j'avais une passion pour le livre. J'ai fait des études de livre. J'ai été une maison d'édition à Nantes m'a formé, et j'avais un copain dans cette maison d'édition qui avait une toute petite librairie de 2 mètres carrés à Becherel. Où c'est tout petit, ça? Et donc là, je suis venu, j'ai découvert Becherel, et puis quand je suis ressorti de mes années d'édition chez Gallimard et d'un très long stage à la Maison des écrivains à Dublin, je me suis dit je vais aller m'installer à Becherel, c'est dans mon quartier en plus. Mais est-ce que c'est aussi ce que se sont dit vos 12 autres confrères? Pourquoi est-ce que Becherel est devenu comme ça le temple du livre dans l'Ouest, et puis encore une fois très réputé aussi en France, hein? Lors de la première fête du livre qui a été créée, donc il y a 30 ans, l'idée de la Cité du livre était émergente, mais pas encore là. Et les libraires sont venus, et ça a pris. C'est-à-dire qu'ils sont venus, c'était tous des itinérants, ils ont déballé, et puis les livres, ils ont installé leur librairie temporaire dans les maisons que les gens ont prêtées. Et puis l'immobilier n'était pas très cher aussi, je crois. Pas du tout, voilà. Et donc au bout d'un an, on leur a dit, on va refaire une deuxième fête du livre. Et puis, de fil en aiguille, il y en a qui ont dit moi, je vais m'acheter une maison là, puis je continuerai à faire les marchés, puis je vais m'installer là. Et puis, au bout de 4-5 ans, il y avait 10 libraires, et ça marchait très bien. Alors, c'est pas n'importe quel libraire, bien évidemment, c'est le meilleur. Ce sont les meilleurs ici à Becherel. Ce qui vous caractérise tous, c'est que vous faites de la librairie ancienne, d'occasion. On ne va pas trouver le dernier. Non, le dernier prix Goncourt. Les livres neufs ne sont pas du tout notre domaine. On achète des livres d'occasion. Je crois qu'il y en a un par là. On a quelques secondes encore pour montrer. Venez voir comme c'est beau, parce que c'est vraiment beau. Ça, c'est du livre ancien. Voilà, c'est un livre ancien qui date des années 1900 sur les héros de la marine française. Par illustration sublime. Hein. Voilà. Ouais. Et donc ça fait partie effectivement du type d'ouvrage que l'on peut trouver chez vous, comme chez vos confrères. Juste une chose pour terminer, parce que je trouve ça super impressionnant. Venez évidemment faire un tour, même si c'est pas la fête du livre, c'est la fête du livre tous les week-ends et tous les jours. Combien de références? Juste un petit chiffre. Alors nous ici à la librairie Abraxas, on a plus de 150 000 références. Voilà. Voilà. Alors quand vous aurez feuilleté toutes les pages, vous pourrez dire je suis venu faire un tour dans une librairie à Becherel. Hein. Merci Bruno. De rien. À l'année prochaine, la fête du livre. Oui, à la fête du livre. Ça marche. Rendez-vous à la fête du livre. Alors merci Bruno, merci Sylvie. On va revenir à nos vaches. Yves, on peut dire que vos vaches, elles inspirent le cinéma, puisqu'il est prévu 3 variations autour des mêmes personnages. C'est assez incroyable ça quand même. Oui. Alors en fait, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir un producteur motivé pour adapter la Clé des Champs. Enfin, c'est globalement celui-là qui est choisi pour le 26 minutes de Benjamin. Mais en plus de ça, il y a 2 autres films qui sont en cours de réalisation. Et donc, autour du même univers, 3 réalisateurs avec 3 personnalités forcément artistiques différentes et 3 résultats aussi différents. C'est à mon avis, je pense que j'ai une chance exceptionnelle là. C'est une vraie reconnaissance. C'est incroyable. Alors il y a donc Dorothy la Vagabonde d'Emmanuel Gorgiard. Oui, qui va être fait en stop motion, c'est-à-dire en marionnette animée. Très très joli, qui est adapté du livre. Là, pour le coup, il n'y a pas d'adaptation littéraire. Et puis, il y a aussi Aglaé la Pipelette qui va être animé, lui aussi, en 2D aussi en Belgique. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment une trilogie quasiment, mais bon, c'est assez étonnant comme démarche. Est-ce que vous, Yves, ça vous a inspiré pour la suite de votre œuvre, ou c'est l'inverse qui se passe? Qui inspire l'autre finalement? Est-ce que c'est le cinéma qui inspire
le papier ou c'est l'inverse? Ou alors vous vous nourrissez finalement mutuellement? Peut-être que vous vous êtes dit, là vous avez sorti votre 8e album, En Liberté. Est-ce qu'il y en aura un 9e qui sera inspiré finalement plus du cinéma d'animation quelque part? Je pense que ça ne se fera pas dans ce sens-là parce que les albums sont la matière première. Donc je pense qu'il faut partir des albums. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand le film a été mis en route au niveau de la production, moi, ça m'a remis dans le bain pour refaire un nouvel album. Donc voilà, mais je suis reparti de mes 4 vaches d'origine quand j'ai voulu faire ce 8e album. Ces 4 vaches dans leur champ qui sont si rigolotes. Il y a un deuxième 26 minutes qui est prévu. Benjamin, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a de très bonnes nouvelles autour de ce projet-là. Il y a effectivement la suite qui est prévue et qui est un petit peu annoncée dans le premier, mais sans vouloir spolier. Voilà, et puis donc là c'est en cours, nous sommes en train de préparer ça, toujours avec Nathalie Dargent pour l'adaptation littéraire. Et puis une belle nouvelle aussi qu'on vient d'apprendre, c'est que le film Quatuor à cornes est sélectionné au Festival international du cinéma d'animation d'Annecy. Et ça pour un début de carrière, c'est plutôt chouette et très prometteur, donc voilà, nous on est ravis de ça. Impeccable. Alors justement, on parle de festival, eh bien on va aussi parler évidemment du Festival national du film d'animation de Rennes Métropole qui se tient en ce moment jusqu'à dimanche. Quelques mots sur ce festival. En quoi il est important pour les réalisateurs de films d'animation? Comme tout festival, nous on fait un métier, on fait des films. Alors c'est vrai qu'il y a 2 aventures. Il y a le moment où on va fabriquer le film et puis le moment où le film est terminé et où il s'offre sa nouvelle aventure, c'est-à-dire sa carrière, où on l'offre au public. Et pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de supports de diffusion. Les festivals sont là pour ça, pour promouvoir ce qu'on fait, le travail qu'on fait. Et puis voilà. Et puis en plus de ça, s'il y a quelques prix qui viennent glorifier les films, c'est tant mieux. Ça donne de la visibilité à ce travail qu'on fait, voilà, qui est grandissant, puisque c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chaînes de télévision, donc de plus en plus de demandes aussi. Ça se voit, il y a de plus en plus d'écoles de cinéma d'animation. Moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. J'ai dû me faire un peu la main différemment. Donc voilà, c'est un succès énorme aujourd'hui. Le cinéma d'animation, c'est... Ouais, il a une belle place, il tient une belle place. Voilà. Et la Bretagne est quand même un peu à la pointe. Ouais, on a cette chance-là d'avoir notamment, par exemple sur Rennes, 2 sociétés qui font du cinéma d'animation et qui m'ont permis, moi, de rester travailler aussi en région. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, alors, le festival projettera donc le Quatuor à cornes en avant-première demain à 16h au TNB à Rennes. C'est le moment d'en profiter et nous vous faisons gagner vos entrées. Il suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran de ce pas. Voilà, ça va venir. On va parler maintenant de culture, Sabine. On y était déjà, mais on va continuer à parler de culture, mais cette fois-ci de musique avec vous. Oui, de voyage musical avec Hamid Gribi qui a sorti un album, très très bel album, Alif. Donc bonjour Hamid, vous êtes percussionniste, compositeur, autodidacte, et c'est vous qui êtes à l'origine de ce groupe. Oui. Racontez-nous, qu'est-ce que ça veut dire d'abord Alif? Alors Alif, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Pour la philosophie, c'est une lettre en fait qui est linéaire, qui s'écrit du haut et qui part vers le bas et qui est une barre. Et en fait, elle relie le ciel et la terre. Oh. Eh bien écoutez, je vous propose, c'est une très belle calligraphie musicale, je vous propose donc d'écouter un extrait avec la très très belle chanson. Très jolie. C'est la voix magnifique donc de Flo Comment et de Djene Kouyaté. On sent une très très grande écoute. Alors c'est une création collective qui part de différentes musiques, de pays... Ouais, des traditions en fait. Par exemple, Djene Kouyaté, c'est une griotte qui vient de Guinée-Conakry. Flo, elle est suisse, mais elle a beaucoup étudié pendant 10 ans en Inde, les chants indiens.
Et il y a Malik Ziad aussi qui joue un instrument traditionnel qu'on appelle le gombri, qui vient des musiques nawa. Et puis moi qui mélange un peu toutes les percus qui viennent de ces origines-là, donc les tablas, les percussions africaines et les percussions du Maghreb. Et cette rencontre musicale avec ces différents pays, c'est assez unique hein, que l'Inde rencontre. Comment en fait vous êtes venu cette idée de réunir ces personnes? C'est une envie que j'avais depuis très longtemps de faire ça et je trouve ça très intéressant de mélanger des musiques traditionnelles qui viennent d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, de l'Inde. Je trouve ça vraiment très intéressant et on sent des petites passerelles, vraiment, elles sont très infimes mais elles existent quoi. Et comme j'ai eu la chance d'aller dans tous ces pays-là, du coup, ça m'a donné envie de faire une petite popote, quoi. De faire cette popote. Une petite popote, sympa, en tout cas. Ouais, une popote musicale. Ouais. Exactement. Et alors, justement, vous disiez quand même au cours de cette création collective, c'était pas si évident que ça de s'accorder, parce que ce sont des visions différentes. Bah oui, c'est normal. On a tous des cultures différentes, un langage différent, une manière de penser différente. Mais c'est ça le but en fait de cette formation, c'est d'aller au-delà de ça. Et ce qui nous permet d'aller au-delà de ça, c'est une amitié, c'est de l'amour qui permet justement de briser ces frontières, ces clivages dans lesquels on peut grandir ou dans lesquels nous sommes et des fois qui sont incohérents. Mais voilà, il y a d'autres forces qui nous permettent d'aller au-delà de ça et qui créent du coup de la cohésion sociale et cohésion musicale et... Vincent Segal qui a participé à la création de votre album avec Manu Evenot aussi du groupe Trio. Oui. Et ce grand violoncelliste, donc Vincent Segal, a été très très sensible à votre musique. Il parle d'ailleurs de votre musique dans cet extrait. Je vous propose d'écouter. Ce que j'aime bien dans la livre, c'est que c'est une recherche d'un son nouveau et à partir d'éléments qui ne soient pas les éléments habituels de la pop internationale ni des musiques du monde. Mais un peu autre chose. C'est ça qui m'a touché, parce que c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est-à-dire à créer de nouvelles formes de musique en utilisant des choses du passé, mais qui ne soient pas seulement le passé que tout le monde utilise, mais un autre passé. Un passé qui peut être très africain, un passé qui peut être très indien, un passé qui peut être très européen, mais par exemple lié aux troubadours, ou aux légendes, ou à un état d'esprit aussi, un état d'esprit bref, fraternité, de musique, d'humanité aussi. D'humanité, une musique donc universelle. Et il parle aussi des légendes, enfin un passé lié aux légendes, troubadours. Il y a un lien aussi avec la Bretagne, entre ce pont entre la Bretagne et ces musiques. Je pense que c'est plutôt moi qui suis breton, on va dire, entre guillemets. Mais sinon, on essaie toujours de partir de la tradition et d'aller dans quelque chose de, comme on discutait tout à l'heure, de plus actuel. Et comment justement? Alors il y a à la fois des musiques, donc des instruments anciens, des instruments contemporains, vous avez? Il n'y a aucun instrument contemporain, à part la guitare de Colin, qui est une guitare classique. Mais sinon, c'est que des instruments traditionnels, l'harmonium, le gombri, le mandol, toutes mes percussions traditionnelles. Et en quoi vous avez réussi à faire cette très belle alchimie, en fait, quand on entend vos titres? C'est-à-dire comment vous avez réussi, en fait, comment vous réussissez à définir à un moment donné, vous arrêtez votre musique, vous décidez que, voilà, parce que ça part d'improvisation. Peut-être parce qu'on est fatigué de vouloir... chercher on se dit, bon, allez là, on arrête. C'est bon, j'arrête. C'est comme quand Benjamin et Yves essayent de trouver le bon graphisme pour un personnage. Faut trouver... En fait, je pense que c'est une histoire d'équilibre. Il faut juste trouver l'équilibre. Une fois que tu sens que tu as l'équilibre... Du coup, faut pas non plus chercher des fois trop loin parce que tu peux t'éloigner du sujet. Mais c'est pas évident, franchement, c'est pas évident. Et ce que tu peux faire maintenant et refaire dans 1 mois ou 2 mois va changer. Comme on n'est pas immuable, nous en tant qu'être humain, on est tout le temps en gestation, en mouvement. Donc la musique évolue aussi. On se dit là, ce serait bien qu'on fasse ça. Là, j'ai une nouvelle idée. Des fois en concert, t'es en concert, t'es en train de jouer et tu fais une super idée et du coup, on la développe. Tu sors de scène, tu vas écrire et tu regardes.
Eh bien, dommage, on n'a pas le temps d'écouter le dernier petit morceau en bonus, non 30 secondes peut-être, non? On n'a pas le temps. Eh bien, écoutez, donc vous êtes en cours d'une nouvelle création avec ce groupe Alif. Oui. Et puis, vous faites aussi des tournées avec d'autres spectacles. Eh bien, je vous propose donc de consulter le site alif-musique.com. On peut vous retrouver d'ailleurs en Bretagne bientôt avec la compagnie Dounia et la Note Magique. Eh bien, merci beaucoup, Hamid, merci, et puis Sabine. pour cette très belle musique universelle. Merci beaucoup, Hamid et Sabine. Vous connaissiez le travail d'Hamid? Non, je ne connaissais pas son travail. C'est très très beau, bravo. Merci. Artiste et artisan à la fois, comme vous finalement, comme vous tous. Alors d'ailleurs, il y a un artiste là qui est en train de travailler sur ce plateau, c'est Yves Cotten qui nous a fait une petite vache rien que pour nous. Alors attendez, je vais quand même me permettre de la montrer. Elle s'appelle comment? Le jaune fluo, et c'est un autre. C'est Aglaé, celle-là, celle qu'elle étache? C'est Aglaé, ensoleillé. C'est Aglaé, regardez, Aglaé ensoleillé. C'est pas beau ça? Ça annonce le printemps et ça annonce l'arrivée de notre chère Catherine Bossard, notre petit soleil. Dans cette émission, elle va nous faire le débriefing du jour. C'est parti. Ah oui, alors elle arrive avec un casque sur les oreilles. Ouais, salut Laurence. Salut Kat. Salut tout le monde. Rebonjour Yves, je m'appelle Aglaé, je me présente. Yves, on s'était rencontrés en 2006 lors de votre résidence à Becherel. J'étais alors à la classe de CE2 de l'école du chemin de la Roncette et ça a été pour moi la révélation. Voilà. 12 ans plus tard, maintenant, ma vie a changé. C'est allé de mal en pis. LOL. Je suis maintenant végane et je suis... je vais enlever ces écouteurs. De toute façon, ils sont branchés à rien. Je suis maintenant végane et acquise à la cause des vaches, à la cause bovine. Je suis ovo-lacto-pesco-macdo-végétalienne. C'est-à-dire que je mange de tout. Là, par exemple, ce matin, j'ai mangé un épi de maïs, un épi de faitage. C'est riche en calcium. Donc, je connaissais pas la mode de la coprophagie. J'ai pas vu ça sur Instagram. Je vais m'y mettre, je pense. Ça a l'air d'être fun. Donc voilà. Une blouse, quoi. Oui, ah bon, d'accord, je vais regarder ça, je sais pas, j'ai pas vu sur les réseaux encore. Donc défense animale, les vaches, grande révélation pour moi. Je ne conduis plus de limousine. Je suis désormais intolérante au lactose, intolérante à l'intolérance, pardon, Laurence. Et je suis aussi vachiglotte, c'est-à-dire je suis boviphone, c'est que je parle la vache dans différentes langues, donc en breton, comme Maëlle Guénec, Arthur. Par exemple, on dit la vache. En anglais, the cow, et en allemand, die Kuh. Voilà. Pour votre... Donc voilà, mais vraiment, je suis friande de voyage et notamment merci pour... ça me donne des idées. Alors, je joue de la musique végane aussi, de la banane musicale. Donc, si vous voulez m'accepter au prochain concert, Monsieur Griby, ben, je suis là, c'est de la musique complètement végétalienne. Voilà. Bah ça, impeccable. Nickel. Oui, traditionnel. En tout cas, merci à vous de votre attention. Puis retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Merci, oui. Kat. Ah oui. Merci beaucoup. Aglaé, là, c'était aujourd'hui. Pardon. Parce que j'ai trouvé ça mignon comme... D'accord, ok. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. On ne peut que vous conseiller de découvrir ce quatuor à cordes, que ce soit en version film d'animation ou en version papier avec ces magnifiques albums d'Yves Cotten. Le dernier, En Liberté, est un petit bijou. Je vous conseille le Camion Cage. Ça fait quel bruit, Camion Cage? Moi, j'ai une petite idée, mais... J'ai pas envie de le faire en direct, là, mais ça fait un méchant bruit. Ça fait... Moi, je sais, j'en ai 2 à la maison qui le font, alors je peux vous dire. Allez, bonne journée. Très, très bon week-end à vous. Nous nous retrouverons lundi en compagnie du groupe rennais Leila on the Koala. Nous évoquerons également la journée de l'emploi partagé. Profitez du soleil. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur à 9h50 lundi matin.